Donc en fait, quand vous mangez le matin un bout de baguette, vous consommez du sucre, même si vous avez l'impression de ne pas avoir consommé quelque chose de sucré. Et c'est pareil que si vous débutez votre journée avec un verre de lait de riz. À ton avis, est-ce que c'est l'alimentation qui joue sur les émotions ou les émotions sur l'alimentation, ou les deux? Les deux, parce qu'en fait, en médecine chinoise, on va tout de suite rentrer dans le sujet et poser le cadre. On ne va jamais séparer le corps de l'esprit, parce que les deux forment une unité. Et la segmentation telle que nous, on l'a en Occident, elle n'existe pas. Donc, on va même dire que chaque organe qui est à l'intérieur de nous, que ce soit un organe, une entraille, est associé à une émotion, ou qu'une émotion est associée à un organe. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un foie ou une rate ou un estomac qui n'est pas fonctionnel à cause de votre alimentation, ben en fait, vous allez forcément avoir l'émotion qui est associée à cela qui va être impactée. Et évidemment que selon votre typologie, votre génétique, selon votre éducation, toutes les choses en fait que vous avez appris tout au long de votre vie, vous allez plus ou moins facilement gérer ça. Mais parfois, mettre de la bonne alimentation et mettre de l'ordre, c'est pas parfois, c'est toujours mettre de l'ordre dans ce qu'on appelle en médecine chinoise le centre, ben en fait, ça impacte toujours les émotions. Et parfois, c'est impossible de trouver le chemin d'accès à travers les émotions. C'est tellement fort, c'est tellement prépondérant, c'est tellement lourd, et je veux dire, certaines émotions parfois viennent de choses très compliquées dans notre vie ou de traumas, et que essayer de trouver la voie d'entrée par le psy, le blabla, l'en parler, poser les mots, ne fonctionne pas. Par contre, juste reposer les bases dans le corps permet de stabiliser l'émotion qui peut du coup ouvrir la porte vers autre chose. Et je rebondis, Nina. Moi, je suis en Allemagne depuis longtemps maintenant et j'ai fait une école de psychothérapie et on a appris que même la dépression pouvait démarrer à travers l'intestin, en fait, ce qu'on mange, en fait. Notre intestin pouvait déclencher des états de dépression. Donc, d'où l'intérêt de faire attention à ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a des aliments, par exemple, particuliers que l'on va manger quand on se sent pas bien ou quand on est, tu vois, quand on est dans des états qui sont pas super, notamment probablement du sucre, tu vois, on retourne au gras et au sucré, des choses comme ça? Alors, je vais rebondir sur les deux choses que tu as dit, parce qu'il y a une chose très essentielle. La sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, donc celle qui va nous faire sentir tranquille, heureuse, bien dans notre vie, est produite à travers le gros intestin. Donc, à partir du moment où nous avons un intestin ou des intestins qui sont encombrés, dysfonctionnants, encrassés, perte d'énergie, parce que chaque organe possède aussi un certain taux d'énergie, toute notre envie, notre entrain, notre libido dans le sens large du terme va être impacté par ça. Et en même temps, que ça va au-delà du grand intestin, quand vous regardez le petit intestin, c'est-à-dire l'intestin grêle, en médecine chinoise, il est associé au cœur, et le cœur est associé à la claire perception de nos émotions, et de toute façon, comme c'est le cœur qui est c'est l'empereur des émotions, donc bien évidemment que la digestion de nos émotions ou la digestion de tout ce qui vient de l'extérieur et des informations est aussi associée à ça. Donc à partir du moment où on a ce centre-là, en fait, tous nos organes digestifs qui ne fonctionnent pas bien, bah ça derrière, ça entraîne un ralentissement de tout, et de notre métabolisme et de notre psyché. Et c'est quoi une psyché ralentie ou encombrée ou stagnante? On appelle ça une dépression, qui après peut prendre de multiples formes, entre la dépression fatiguée, entre la dépression alternante, entre des hauts et des bas, ou la dépression qui peut être très colérique aussi. Ça peut prendre plein de différentes teintes. Et effectivement, une des plus grandes causes de la dépression en médecine chinoise, on appelle ça la stagnation du qi du foie. Le qi, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui doit circuler à l'intérieur de notre corps pour nous mettre en mouvement, et au niveau du métabolique, et au niveau de notre tête, de nos envies. Le foie, c'est un peu le grand général du corps. Il orchestre tout. Et quand on va parler émotion, c'est pour ça que j'insiste et que je m'étale un peu sur le sujet là au début, parce que c'est hyper passionnant. Le foie, en fait, il régit plein de choses dans notre corps, c'est-à-dire d'un côté la planification, notre plan de vie, mais aussi notre plan de la journée. Il va régir l'ordre, c'est-à-dire notre envie de mettre l'ordre, de garder une stratégie sur notre journée, sur notre vie, sur nos envies. Il héberge la créativité, c'est-à-dire l'expression de nos envies, de nos projets, de nos projections dans le futur. Il régit aussi une part de notre subconscient, c'est-à-dire de nos rêves, de nos intentions, et toutes ces choses en fait qui font que nous sommes vivants et que l'énergie circule à travers de nous, de nos envies, de nos projets, de notre métabolisme. Et à partir du moment où le foie est stagnant, bah, tout ça est entravé. Et le foie, et là on revient à la physiologie, il filtre pas uniquement d'une certaine manière nos pensées, il trie dans nos pensées, dans nos projets, dans nos envies et tout ça, mais il filtre aussi toutes les toxines de notre
notre corps. Et Dieu sait, et je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que c'est une évidence que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est juste qu'on prend pas toujours l'ampleur du problème en compte. Notre alimentation aujourd'hui est multiplement toxique. Entre les additifs, les pesticides, ce qu'on respire, ce qu'on se tartine sur la peau, toutes ces choses-là, en fait, sont des toxines qui rentrent à l'intérieur de notre corps parce qu'ils sont chimiques, ils sont pas naturels. Et on n'en peut pas faire sans, je veux dire, on est juste exposé à ça aujourd'hui, du matin au soir. Le but, c'est juste de limiter l'impact et d'en avoir le minimum. Mais quand le foie est physiquement surchargé à traiter les toxines, en fait, il va aussi être incapable de gérer en même temps énergétiquement nos envies, notre libido, nos plaisirs, nos projets, nos stratégies. Et en médecine chinoise, les aliments ont des goûts différents. Enfin, non, en général, les goûts ont les aliments ont des goûts différents et chaque goût va avoir une action dans le corps. L'action du doux, dans lequel bien évidemment le sucré rentre dedans, mais je pense que si vous prenez la différence entre un morceau de sucre et une noix de cajou, vous voyez la différence entre sucré et doux. Et le sucré, c'est le poison du doux. Mais aujourd'hui, on a quand même en 100 ans fait x10 notre consommation de sucre. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos goûts sont régis par le sucré au lieu d'être régis par le doux. Et le doux a comme capacité dans notre corps de détendre la stagnation du qi du foie. Donc à partir du moment où nous avons un foie qui est stagnant à travers notre alimentation, mais comme le foie c'est aussi l'organe du stress qui va prendre et l'organe de la colère, donc en fait à chaque fois que vous êtes stressé, irritable, hyper émotif, on va beaucoup en parler, ben vous allez avoir un appel du sucre. Cela nous permettra de faire circuler notre foie quand il est stagnant. Prenons un exemple, une journée, vous avez juste la journée de merde de la maman qui travaille, quoi. Entre le gamin qui est malade, la nounou qui peut pas, tu dois t'arranger, tu dois annuler un truc, reporter un bidule machin, puis après t'as un client qui te fait chier. Je veux dire, à un moment donné, trop plein, alors que c'est malgré nous, quoi. Et on arrive et le soir on rentre et on est déjà complètement sur les nerfs. En plus, notre gamin qui aurait tellement besoin de notre bienveillance et de notre amour parce qu'il est malade, on n'en peut même pas en donner. Et le soir, on finit dans le canapé complètement off et on n'en a plus envie de rien, on a envie de hurler sur tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait la tablette. Et c'est normal. Je veux dire, c'est parce que physiologiquement, notre corps va appeler au sucre pour nous détendre. Et à partir du moment où on est au clair avec ça, tout va bien. Et on se dit, ok, et là, ça va m'aider. Je vais me soigner avec une tablette de chocolat. Conscience, avec de la bonne qualité et du magnésium, et plutôt du chocolat noir, parce qu'il est plus riche au magnésium. Le magnésium, ça fait circuler le foie, notamment quand on est en hyper stress et dans ce genre d'état, en fait, le magnésium est extrêmement bénéfique. Mais quand on est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on subit l'alimentation moderne, qui est bourrée de sucre, et notamment à des endroits où on n'en a même pas besoin, c'est-à-dire dans la charcuterie, ils rajoutent du sucre, dans les conserves, ils rajoutent du sucre, il y a du sucre partout. Déjà, ça nous rend mou, faut le dire, parce que le sucre, c'est doux, c'est adoucissant. Donc ça nous rend mou, moins perspicace, moins clair dans notre tête. Le sucre ou les sucres est souvent humidifiant. L'humidité, c'est quoi, si vous voulez avoir une image en médecine chinoise? L'humidité, c'est de la brume. Tout ce qui est un peu collant, c'est comme de la glaise, en fait. C'est de la terre qui est lourde et qui vous embourbe. Voilà. Ça, c'est de l'humidité. Et le sucre, il va créer ça dans le corps. Donc ça crée ça aussi dans votre tête. Donc vous allez avoir une tête complètement embrumée par le sucre. Et quand on a les deux, c'est-à-dire une addiction au sucre plus du stress, mais en fait, vous êtes dans un cercle vicieux qui fait que tout le temps, on tourne au rond. Et c'est avec l'alimentation qu'on sort de ça beaucoup plus facilement qu'avec la volonté. J'arrête le sucre! Parce qu'en fait, et de l'autre côté, et j'ai posé ça parce que le sucre aussi, dans son hyper consommation, peut amener des états complètement déstabilisés au niveau de nos émotions, notamment toutes les agitations, parce que le sucre, c'est comme enfin, c'est doux, hein, ça nous tonifie. Le sucre fait ça aussi. Ça nous amène aussi dans des états de trop plein et de hyper stress, notamment à travers les pics glycémiques. Et ça cause les TDAH, aussi tous les états qui sont TDAH, HPI, les 10, mais aussi l'hyper-émotivité, l'irritabilité, la colère, le syndrome prémenstruel, tout ça aussi viennent d'un déséquilibre du sucre dans notre corps, du doux dans notre corps. Donc, non seulement on consomme déjà trop de sucre à la base, puisque dans tous les aliments, je me souviendrai toujours de ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, la question, elle n'est plus de savoir si on mange sainement, mais de savoir comment est-ce qu'on peut le moins possible s'intoxiquer. Je me suis dit, bon, d'accord. Mais effectivement, déjà, alors, on a tellement de sucre déjà dans notre entourage. Donc, en plus, tu vois, la tablette du chocolat, elle fait du bien, mais elle vient juste en surplus de tout ce qu'on consomme. Est-ce que une des idées pourrait être, enfin, je connais la réponse, hein, mais faisons attention à limiter déjà un peu le sucre pour calmer justement toutes ces choses-là. Je vais poser une pépite ici, de laquelle je parle pas suffisamment souvent parce qu'en fait, le problème, c'est pas toujours que le sucre. En fait, j'adore cette approche-là parce qu'en fait, il y a le sucre et les sucres. Et le sucre, en général, c'est tout
toutes les glucides. Aujourd'hui, on a beaucoup d'approches keto, on supprime les sucres, on mange plus jamais de glucides, c'est mauvais pour la santé. En fait, c'est faux. Ça aussi, c'est faux parce que si ça fait partie de notre alimentation et que nous sommes des omnivores, on en a besoin de ça. Et comme le sucre ou les céréales ou les glucides en général, notamment quand c'est des glucides complexes comme le riz, les quinoa, le millet, le sarrasin, mais aussi la patate douce, voilà, ou la patate tout court, qui sont des glucides complexes qui nous permettent en fait de tonifier notre corps et de nous adoucir. Donc on a besoin de ça. Mais on prend aussi beaucoup de ces aliments de base, des aliments que je vais appeler entières. Là, on ne parle pas de complet, mais juste d'entier. Un grain de riz blanc, c'est un grain de riz qui reste quand même encore entier, avec plein de fibres et plein de choses dedans. À partir du moment où on va le transformer en farine, on va récupérer uniquement la partie sucrée des glucides, c'est-à-dire en fait l'amidon, et on va laisser de côté toutes les protéines qui sont dedans, toutes les fibres qui sont dedans et tout. Et ce sont ces produits-là, notamment les produits à base de farine, et je parle même pas de la farine de blé qui est un vrai fléau parce que le blé est une sorte d'OGM en fait qu'on consomme aujourd'hui et qui pourrit les intestins de tout le monde, sans aucune exception. Il y a des études qui ont été portées là-dessus. Mais en fait, juste cette surconsommation de produits à base de farine, donc à base de glucides rapides, juste pour vous faire l'image, quand on parle d'indice glycémique, le sucre a un indice glycémique de 10, une baguette, ça a un indice glycémique qui est de 70 bien évidemment, qui a un indice glycémique qui est largement supérieur à ça, c'est-à-dire à 70, 80, 90, voilà, ça dépend après de la préparation. Donc en fait, quand vous mangez le matin un bout de baguette, vous consommez du sucre, même si vous avez l'impression de ne pas avoir consommé quelque chose de sucré. Et c'est pareil que si vous débutez votre journée avec un verre de lait de riz, est-ce que vous pensez que c'est sain pour la santé? Parce que vous dites, ah, c'est végétal, c'est bien, c'est pas du lait de vache, je peux faire mieux. Sucre. Et ainsi, nous avons à travers notre alimentation moderne dans laquelle on transforme les choses, et sans aller dans une ultra transformation, on a déjà trop de sucre qui rentre à travers ça. Et je vais vous poser le cadre parce que je pense que toi, tu l'as pas eu dans ta formation à toi, parce que je pense qu'on n'a pas abordé ces questions de glycémie. C'est extrêmement intéressant de voir en fait l'impact de la glycémie sur notre corps et sur nos émotions. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on mange du sucre? Et là, je parle pas uniquement du sucre blanc ou de la tablette de chocolat ou du paquet de Haribo ou des chips, mais aussi de la baguette, des pâtes ou d'autres choses dans lesquelles en fait on va avoir une grande quantité de sucre rapide qui va rentrer dans notre corps, et notre corps va donc faire une réponse insulinique qui va prendre ce sucre-là, qui va le mettre dans notre cellule. D'un côté pour nous donner de l'énergie, c'est pour ça que quand on est fatigué et stressé, on a envie de manger du sucre. Mais comme c'est du sucre rapide, ce sucre-là, il arrive d'une manière très rapide, va être rapidement mis dans des cellules, on va être rapidement brûlé. Donc en fait, on va avoir une grosse charge qui va faire comme ça va faire un pic, ce qu'on appelle un pic glycémique, qui va entraîner une chute derrière. À savoir que l'insuline, c'est une hormone qui est assez lente dans notre corps, donc en fait, elle a toujours 2 temps de retard sur ce qu'on mange. Ce qui est bien quand on mange normalement et pas trop sucré, mais quand on mange très sucré, cela va avoir des très gros impacts. Et du coup, on va avoir d'abord un pic et après une chute. Mais cette chute-là, elle va pas nous revenir au point zéro, elle va nous amener en dessous du point zéro, au niveau du point bon pour notre corps, quoi. Elle va nous amener en dessous. Et à partir du moment où on chute en dessous, notre corps va être biologiquement stressé. Ça n'est absolument pas du tout quelque chose que nous avons dans notre cerveau ou sur lequel nous avons une conscience. C'est-à-dire, notre corps va dire, mince, nous sommes en manque de sucre, nous sommes en manque d'énergie, panique, mange. C'est ça, en fait, l'impulsion qu'il va donner. Et du coup, on va faire quoi? On va manger et on va grignoter, surtout on va grignoter parce qu'on se dit, alors ça fait 2 heures après mon petit-déj, je vais pas refaire un repas, là, je vais juste manger un petit coup. Et du coup, on va remanger un petit coup, et la plupart du temps, on va manger quelque chose de rapide. Donc, on fait du lups, on va refaire un pic, refaire une chute, et ainsi, on va faire ça toute la journée. Notamment quand vous débutons notre journée avec du sucre. Si la première chose qui rentre le matin, c'est du sucre, un thé sucré, un thé avec du miel, un café avec du sucre, un bout de baguette, un cookie, un pancake, peu importe, ça va faire ça toute la journée. Et en plus de ça, que biologiquement vous êtes en stress et en faim ou en fringale quand vous êtes dans un état bas, vous êtes ici à cet endroit très bas à une extrême vulnérabilité
émotionnel. À ce moment-là, on va être stressé, on va être émotive, on va avoir peur, on va être pas concentré, on va être vulnérable au niveau de nos émotions, c'est-à-dire que si vous avez déjà un tempérament qui est sensible, ouvert aux autres, qui est facilement traversé par les émotions des autres ou par les événements extérieurs, ben en fait, quand en plus de ça, vous rajoutez un fonctionnement métabolique comme ça, ben en fait, vous êtes en PLS toute la journée. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous avons une telle augmentation de diagnostics de TDAH, parce que ça vous rend hyper nerveuse et hyper active aussi, ce yo-yo-là, et aussi de gens qui se disent hypersensibles et qui trouvent, c'est désespérément de trouver des solutions à leur hyper-émotivité dans des thérapies, dans des coachings, dans des trucs et tout, mais sans qu'il n'y a pas juste ces petits enseignements, ce petit clé essentiel qui nous dit comment est-ce que je dois réagir dans mon assiette, déjà pour stabiliser ça. Ça vous enlèvera pas votre nature d'hypersensible. Mais ça la... Ouais, mais voilà, ça stabilise et tu peux vivre mieux, tu vois. Bah ouais, t'es pas obligé de le subir. Je veux dire, quand t'es hypersensible, je vais dire, moi je le suis aussi. Donc en fait, avant d'avoir changé mon alimentation et avant de rétablir ma santé, mais j'étais pas uniquement hypersensible, j'étais hystérique. Je pouvais partir dans des phases de spasmophilie quand j'étais agitée par mes émotions, mais parce qu'en fait mon corps il faisait tout le temps ça, parce que le matin, en fait c'était forcément du sucré pour moi. Et à partir du moment où je suis arrivée à stabiliser ça, en fait toutes ces agitations que j'avais ont complètement disparu. Mais ça ne m'a pas ôté ma capacité à être intuitive, à écouter l'autre, à être traversée ou touchée par l'émotion que vit l'autre, ou avoir une sensibilité accrue à ce qui se passe dans l'autre. Ça, je l'ai toujours, mais je le subis plus. Alors du coup, forcément, il y a une question qui revient tout le temps dans le chat, Nina. Du coup, qu'est-ce qu'on mange le matin? Parce que je pense qu'il y a une bonne partie de gens qui mangent soit des pancakes, soit du pain, soit le cacao, soit le lait d'avoine. Tu vois, moi, je bois un verre de lait d'avoine, donc je me dis, bon, ok. Le corps, en général, le matin, je veux dire, déjà, biologiquement, il n'a pas besoin de sucre. Il a surtout besoin de gras et de protéines. Donc, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place le matin. Déjà, quand vous basculez sur un petit déjeuner salé au lieu d'un petit déjeuner sucré, c'est mieux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mon Dieu, mais jamais je pourrais ». Cela montre déjà votre addiction au sucre. Petite parenthèse, il y a des études qui ont montré que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Je répète, le sucre a un impact addictif plus sérieux sur notre cerveau que la cocaïne. Donc, juste pour vous savoir quel poison, en fait, ça revient à l'intérieur du corps. Donc, le but, c'est pas de se dire, plus jamais j'aurai le droit de manger du sucre. Le but, c'est de le manger au bon moment et de la bonne manière. Donc, la pire des manières, c'est de le manger en premier le matin. Donc, par exemple, si vous prenez un verre de lait d'avoine, prenez un verre de lait d'amande non sucré ou soja non sucré. Mais franchement, le lait de soja, ça n'a quand même pas de goût. Le lait d'amande, oui. Donc, vous avez beaucoup moins de glucides dedans. C'est beaucoup plus riche en graisse et en protéines. Et du coup, ça va aller mieux. Idéalement, vous le prenez même un peu chauffé. Et si vous voulez faire extrêmement facilement, et parce que c'est le seul truc qui rentre le matin, vous prenez juste une petite, une demi-cuillère à café ou un quart de cuillère à café, si c'est plus simple pour vous, de l'huile de coco que vous avez chauffé préalablement pour qu'il soit liquide, vous le mettez dedans. Question d'avoir des graisses. Mais l'idéal le matin, c'est soit de débuter son petit déjeuner par exemple avec un œuf, soit avec quelques fourchettes de légumes. Et là, je perds tout le monde qui me dit « Oh putain, des légumes le matin, c'est pas possible ». Sachez que en fait, le petit déjeuner européen, c'est juste le pire qui existe dans tous les petits déjeuners du monde et que quasiment en Afrique, en Asie, qui font quand même à tous deux ensemble une très très grande partie de la population mondiale, ils mangent du salé le matin, ils mangent pas du sucré. C'est vraiment un truc européen et américain de faire ça. Et même pas américain parce qu'ils sont très anglais aussi dans leur approche où on mange des beans, du bacon et des œufs, quoi. Donc, une des meilleures, moi, c'est ce que je fais. Je vais vous donner mon truc, parce qu'il faut que ça aille vite le matin. Je vais vous donner mon truc à moi pour avoir un petit déjeuner avec lequel je le débute et derrière, je mange des choses. Je peux aussi manger après du pain avec du miel et tout ça si j'en ai envie. Mais j'en ai de moins en moins envie. Je me fais cuire un œuf à la coque. Cet œuf à la coque, il cuit pendant 4 minutes. Et les 4 minutes, c'est dans l'eau de cuisson. En fait, je vais prendre un légume, la plupart du temps un légume vert parce qu'en fait, les légumes des racines, c'est pas hyper bon quand c'est cuit à l'eau, mais vous pouvez faire ça aussi avec des morceaux de carottes et vous le coupez les légumes en assez petits bouts et vous les mettez dans l'eau de cuisson. C'est-à-dire pendant 4 minutes,
ce légume-là, il va bouillir. Vous enlevez l'eau, vous mangez votre œuf et vous mangez les légumes qui du coup sont chauds et cuits mais qui restent croquants. En petite quantité, alors c'est même pas, c'est une petite poignée hein, en fait, ou allez, une poignée, c'est quand même pas une grosse quantité de légumes, hein, ça doit faire au total peut-être 10-15 fourchettes. Et ces légumes-là, je les agrémente souvent avec des pignons de pain, avec des graines de tournesol ou des graines de courge, où je rajoute des noix cassées ou des noix de cajou cassées, comme ça vous avez un peu de croquant qui vous oblige à mâcher et qui vous rajoute des fibres. Parce qu'à partir du moment où vous mangez le sucre en deuxième partie de repas et que vous avez d'abord donné à votre corps des fibres, des protéines, œufs et un peu de gras, huile par exemple, hein, ou du beurre si vous voulez, ben, à ce moment-là, l'absorption du sucre va se faire d'une manière complètement différente. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, l'ordre dans lequel vous mangez les choses est primordial. Et si vous vous dites, je ne peux pas envisager un petit déjeuner sans ma tartine de sucre en premier, vous vous dites, qu'est-ce que je suis capable de manger avant? Est-ce que je suis capable de manger un œuf? Est-ce que je suis capable de manger quelques légumes cuits? Est-ce que je suis capable de manger une poignée de noix, de noisettes, de noix de pécan, voilà, sans qu'il y ait de sucre à ajouter? Et même le fruit, hein, en fait, en premier, il va d'abord déployer dans votre corps l'information sucre. Et même quand vous prenez du pain complet, je vous vois déjà venir, oui, mais moi je prends du pain complet. Oui, c'est un tout petit peu mieux, mais le pain complet, il est fait à base de farine dans laquelle, oui, il y a quelques fibres, mais pas tous. Moi, pendant des années, j'ai mangé des flocons d'avoine cuits, c'est-à-dire un porridge. Et toute la journée, j'avais des fringales. Et je me suis dit, putain, mais comment est-ce que ça se fait que je mange un truc aussi sain, chaud, cuit, porridge, non sucré? Parce qu'en fait, je ne mettais pas de sucre dedans. Je mettais des noisettes, des trucs, des bidules, quelques fruits secs, mais sans plus, quoi. Que j'ai quand même des fringales. À partir du moment où j'ai arrêté ça, ben, ça avait disparu. Chez moi, c'est aussi un peu plus extrême parce que j'ai un dérèglement au niveau du pancréas, mais en général, juste vous pensez bien faire en mangeant un porridge bien chaud, bien cuit, qui est bien pour le corps, mais il n'est pas suffisamment riche en protéines. Oui, quand on prend des graines de chia, c'est un peu mieux, par exemple, parce que c'est beaucoup plus riche en protéines et en fibres qu'en sucre. Mais l'important, à chaque fois quand vous êtes dans cette agitation émotionnelle et que vous ressentez que cette instabilité émotionnelle de laquelle je parle match avec vos habitudes alimentaires et que vous vous sentez pleinement concerné parce que je viens d'écrire là, c'est que il va falloir garder en tête manger dans le bon ordre. Ça va être votre maître mot pour le restant de vos jours. Et ça, dès le matin. La première chose qui rentre dans mon corps ne doit pas être du sucre. Quand vous allez au restaurant et la première chose qu'on vous met sur la table, c'est du pain. Le panier de pain, c'est le pire truc. Et le plus souvent, c'est même accompagné de quoi? D'un pichet d'eau froide qui va diluer vos sucs digestifs. Donc, vous digérez plus rien correctement derrière. Et en plus de ça, ça va vous faire un pic glycémique en début de repas. Le temps que vous mangez votre entrée, votre plat et tout ça, vous arrivez déjà là-bas et dire, ah tiens, si je prenais un dessert. Et moi, je coach après les gens qui me disent, faut que j'arrête de manger du pain au resto. Et si vous voulez prendre du poids, ben voilà, vous faites tout l'inverse de ce que je suis en train de dire. Mais en général, quand vous êtes par exemple quelque part et vous vous dites, si je mange une petite salade en entrée ou des légumes, ou si j'ai mon assiette qui arrive et je vais manger d'abord quelques bouchées, c'est pas l'intégralité, mais quelques bouchées de mes légumes et des protéines qui sont sur mon assiette avant d'attaquer la partie des glucides, voilà. Si vous êtes chez l'italien et vous avez envie d'un grand plat de pâtes parce que vous rêvez de ça, ben personne ne vous empêche de manger un plat de pâtes. Commandez un caprese avant, c'est-à-dire commandez tomate mozza en entrée ou juste demander une salade verte, quoi.
Mangez une planche de charcuterie. Je veux dire, ne vous prenez pas la tête, mais essayez juste de garder ça en tête. Je ne suis pas interdit de glucides, je ne suis pas interdit de sucre, mais je dois le manger au bon moment. C'est ce que je veux rajouter parce que c'est extrêmement important. Le sucre en soi. Pensez une cuillère à café de miel dans notre thé ou une cuillère à sucre dans notre thé ou dans notre café. Quand c'est un petit morceau de quelque chose de sucré après notre repas, quand c'est quelques morceaux de chocolat noir quand nous sommes en état de hyperstress, c'est sain. Arrêtez de vous blâmer pour ça. Et c'est surtout pas ça qui va nous rendre malades sur la durée. C'est la quantité de tous les sucres et des aliments transformés qui contiennent du sucre, donc lisez les étiquettes que nous consommons qui prend ce sucre. Et à la limite, c'est beaucoup plus sain de manger une cuillère à café de sucre blanc dans un gâteau que vous avez fait que de manger quelque chose qui contient par exemple du sirop de fructose glucose et qui est extrêmement nocif pour la santé parce qu'il est ultra transformé. Donc replacez le sucre d'un côté en tant que votre ami, à cet aliment en fait qui arrive à vous donner un peu de tonique et un peu d'amour et de résilience avec vous-même, mais faites attention que le reste de la journée, juste vous mangez dans le bon ordre. Et vous couvrez les besoins de votre corps. Je vais rajouter un autre truc qui est très intéressant aussi dans notre monde de hyper-stress que nous avons tous, hein, je veux dire, entre nos quotidiens déjà très agités et tout ce qui se passe autour de nous, entre la pollution, les rayonnements de Wi-Fi, de tout, des satellites qui nous traversent. De toute façon, notre corps est stressé. Hein. Il faut juste se dire que c'est ça. Notre corps consomme énormément de minéraux et de vitamines pour contrer ça. Les deux qui sont le plus impactés par un stress au quotidien ou par une hyperémotivité ou par une trop grosse consommation de sucre, hein, les trois font la même chose. Ils vont soustraire à notre corps trois micronutriments essentiels, surtout pour les femmes, le magnésium, les vitamines B et le zinc. Sans ça, biochimiquement, notre corps ne peut pas fonctionner. Et les trois vont avoir un impact sur le foie et les trois vont en avoir un impact sur nos émotions. Et vous pouvez juste être sûr, vous vous dites « Ah non, mais ça ne me concerne pas, si. » Même moi qui mange super bien, qui mange des aliments qui proviennent de sources très sûres, contrôlées et tout, genre potager, maraîchage, hein, je me complémente en ça et je sens l'impact sur mon corps tout simplement parce que en fait aujourd'hui notre vie moderne dans la pollution elle bouffe tout ça. Donc tout le monde doit se supplémenter en zinc, tout le monde doit se supplémenter en magnésium. La meilleure forme c'est du magnésium glycinate ou bisglycinate. Hein. Et puis après, les vitamines B, notamment les femmes. Prenez un complexe vitamine B de bonne qualité et supplémentez-vous. Et faites-vous des cures régulières, mais genre une cure vous faites pas trop de pauses, quoi. Prenez ça juste régulièrement parce que c'est important et on est tellement tous en carence qu'on va débattre déjà que c'est impossible de remonter ça juste à travers votre assiette. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Par contre, on peut le maintenir. On a plein de questions, Nina. J'ai arrêté, je vais répondre aux questions. Ouais. Je vais essayer de faire Alors, attends, je vais te donner, je vais essayer de, il y a des questions qui reviennent, donc je vais te demander, on m'a demandé le quid de la farine d'épeautre. En fait, je pense que là, tout ce qui est à base de farine, tu as répondu, hein, ça va. Ça veut pas dire que c'est mauvais, je précise ça parce que c'est très intéressant, ça veut pas dire que c'est mauvais. Ouais. Toutes les farines sont bonnes et les meilleures farines, ce sont ceux qui sont pas de la farine de blé, sauf si vous avez une source sûre d'une farine ancestrale, cultivée en France, meulée à la pierre. Voilà. Mais en fait, les farines que vous achetez et en boutique bio et dans encore boutique bio, ça dépend, mais en grande surface et tous les produits qui sont à base de farine de blé sont faits de ça. Donc, l'idéal, c'est de choisir une autre farine que celle de blé. Si vous voulez déjà avoir une farine qui fonctionne comme le blé, vous prenez la farine d'épeautre. Le petit épeautre est encore mieux. Et oui, ça c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais manger du pain ou des pâtes ou des gnocchis ou des gâteaux. Ça veut dire qu'il faut les manger au bon moment. Ah, c'est juste une question de moment. Alors attends, j'en avais encore quelques-unes. Vous avez probablement déjà des réponses à vos questions. Il suffit d'avoir écouté Nina parce que je vois vous demander de certains plats si on peut les manger. Nina, elle a déjà répondu dessus, donc on va peut-être pas... Tiens, j'en pose une. Manger une banane le matin dans le smoothie avec du lait d'avoine et 2 dattes, est-ce OK? Bah, je crois pas. En tout non, cas, c'est que du sucre.
C'est que du Non, c'est sucre. que du sucre. C'est que du C'est sucre. alors dans le genre smoothie hyper protéiné. Si on veut prendre un smoothie, hein, moi je trouve ça toujours bien le matin de mâcher quelque chose. Mais dans le smoothie, ça sera beaucoup plus simple de le faire à base de lait d'avoine ou de le faire avec de l'eau et de rajouter par exemple une cuillère à soupe de purée de noix de cajou ou de purée de noisettes, si vous voulez. Vous pouvez trouver par exemple des poudres protéinées, mais je suis pas très fan de ça. Mais vous pouvez le faire. Vous pourriez mettre dedans, par exemple, quelques cuillères, soit par exemple du tofu soyeux, ou vous pouvez mettre, parce que ça n'a pas de goût, ou de yaourt au soja, par exemple. Il faudrait quand même avoir un smoothie plutôt chaud, c'est-à-dire ça sera bien de le chauffer un petit peu pour qu'il soit moins tiède. Si vous voulez avoir quelque chose de doux dedans, déjà, en fait, la purée de noix de cajou ou de noisettes, ça va ajouter de la douceur. Amande, ça marche très bien aussi. Vous pouvez mettre du cacao dedans, du cacao cru, qui rajoute des bons goûts aussi. Vous pouvez mettre des épices dedans, la cannelle, la vanille, la cardamome, ça rajoute vraiment du goût. Si vous voulez vraiment le... Pourquoi est-ce que vous avez envie de le faire avec des dattes? Les dattes, c'est quand même ultra sucrant, et de la banane, parce que votre corps, déjà dès le matin, appelle au sucre. C'est-à-dire que ce soit du fruit ou pas du fruit, il y a un appel au sucre. Moi, le matin, tu me proposes de manger un croissant avec du miel, mais mon corps, il va être en rejet aujourd'hui, mais c'est un cheminement que mon corps biochimiquement a fait aussi. Hein. Il n'a pas envie de manger ça, c'est genre, non. Donc c'est aussi des habitudes qui vont venir. Mais déjà rajouter dans ce sucre, dans ce smoothie-là, prendre que la banane, enlever les dattes et rajouter une cuillère à café de noix de cajou et des épices, va déjà améliorer ton smoothie du matin. Alors attention, hein, Nina ne dit pas qu'il ne faut pas plus manger de sucre. Hein, je Ah oui, répète, pas du tout. surtout pas. C'est Ah, tu prends ton smoothie après ton œuf. voilà, c'est la manière de le faire. Voilà, c'est juste changer peut-être l'ordre de consommation. Voilà, hein, pour ne pas Et créer ajouter des choses. La question, c'est pas qu'est-ce qu'il faut que je supprime, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute pour équilibrer ça. La question est toujours ça. Donc en fait, c'est déjà enlever une date, après une deuxième date, garder que la banane et ajouter du gras, par exemple, qui va déjà changer la composition biochimique et nourrir là où ça a besoin. Notre corps, il n'a pas besoin d'avoir ça. Et surtout que si vous faites un smoothie, qu'est-ce qui est l'intérêt dans les fruits que nous mangeons? Ok, il nous donne du sucre, ça donne de l'énergie, so what? Mais ça donne une énergie extrêmement brève. Et surtout que tous les sucres des fruits sont transformés dans le foie, et ça ne va pas être mis à disposition directement dans le corps. Ça va être stocké dans le foie sous forme de glycogène ou sous forme de gras. Mais les fruits sont censés donner, ok, quelques vitamines, d'accord, mais les légumes nous en donnent plus. Mais ils sont censés nous donner les fibres. Mais si vous faites un smoothie, maintenant en plus avec un mixeur ultra puissant, vous allez casser toutes les fibres. Donc vous mangez que du sucre, parce que les fibres sont cassées. Ouais. Donc c'est beaucoup plus intéressant de manger la date en fin de repas et de la croquer. Peut-être éviter au maximum de transformer, hein, c'est ça que j'entends derrière. Hein. Oui, manger des aliments en entier. Bon, après, c'est sympa par temps en autre de manger un smoothie. Je veux dire, mais il ne faut pas que ça devienne la raison de santé et surtout en pensant bien faire de prendre un smoothie qui est composé exclusivement de glucides. Non, ça ne peut pas être bon pour le corps. Parce que les fruits sont des glucides. Alors, j'ai une autre question, Nina, qui est un peu plus générale. Quelqu'un me demande que manger quand on a des crises d'angoisse et qu'on souffre de grande anxiété en état de stress post-traumatique. Est-ce qu'il y a des aliments qui vont venir nous aider, tu vois, pour Ouais. calmer un peu tout ça? Alors, l'anxiété, elle est liée à deux choses. C'est-à-dire, surtout quand c'est post-traumatique, là pour le coup, on a quand même l'information. Donc en fait, on va avoir principalement trois organes qui vont être impactés. Premièrement, le rein, parce que le rein abrite la peur. Donc toutes nos peurs et les traumas vont se loger dans le rein. Le rein, là c'est le plus touchy, en fait, il est soutenu par tous les aliments qui sont noirs. Donc le chocolat noir va aussi aider le rein, je pose là, pour la bonne conscience. Bien évidemment aussi des aliments, théoriquement je le dis, hein, comme le café qui est noir aussi, ou très foncé,
Mais le café, dans ce contexte-là, sera par exemple quelque chose à absolument supprimer intégralement parce que le café va stimuler le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc tout ce qui va augmenter le stress et les réactions de stress vont aggraver cet état d'anxiété. Donc en fait, c'est vraiment à proscrire, à remplacer éventuellement par du chicorée qui pourrait être aussi très bien. Les aliments, donc en fait, on aura le sésame noir, la mélasse noire pour la vanille. On peut avoir du riz noir, les haricots noirs, mais en général, toutes les légumineuses et tout ce qui sort de la mer va aider le rein à le soutenir et tout ce qui est salé. Donc salé nommé avec la sauce soja ou du tamari va ajouter tous les jours un petit tonique au rein. Donc en fait, ça va permettre de nous stabiliser et de nous ancrer. Mais dans les contextes trauma, souvent on a aussi le cœur qui a été impacté. Je vais dire quelque chose après par rapport à ça. Donc n'hésitez pas sur ce travail-là, travailler le cœur. On peut très bien travailler, c'est pas du tout dans l'alimentation, avec des mantras et avec des méditations. Si vous voulez, vous pouvez là dans l'immédiat vous abonner sur Facebook sur le compte de Mélissa Sureau qui propose une journée des énergies de 2025 où elle va aborder exactement ça et en fait elle va aborder le mantra du cœur, donc en fait c'est hyper utile. Pour réguler ça, ça peut être la respiration, la cohérence cardiaque, et puis après il y a les aliments du foie. Parce que le foie, dans le trauma, il a été quand même violemment impacté. C'est-à-dire, un trauma, ça vient quand même exploser tous nos projets, nos plans de vie, ça va entraver absolument tout. Et le foie, déjà, il est détendu par le doux, et le doux va être tonifiant, c'est-à-dire beaucoup d'aliments sont douces, mais là, on ne parle pas du sucré, on parle de doux. Hein. C'est-à-dire, on va parler des céréales entières, on va parler de toutes les oléagineux, on va parler aussi de toutes les protéines animales qu'on choisit plutôt d'excellente qualité pour qu'ils ne comportent pas du trauma en elles-mêmes, bio et tout ça, en petite quantité, c'est très bien. Et les aliments qui vont détendre le foie, on va plutôt être sur tout ce qui est vert et croquant. Le fait de croquer, et là on n'est pas dans des aliments en spécifique ou dans des goûts en spécifique, c'est vraiment le fait de croquer nos dents, hein, même si elles ne sont pas hyper dangereuses, nos dents, mais elles nous permettent de nous défendre. Et elles sont quand même là pour mordre. Et elles sont là pour écraser quelque chose pour nous le rendre assimilable. Donc, manger des aliments, et je ne parle pas de manger des aliments tout crus, hein, mais manger des aliments qui croquent sous la dent en petite quantité vont quand même nous permettre de nous réaffirmer. La mâchoire, elle appartient au foie sur la physiologie. Hein. Et en fait, le fait de mâcher, de mettre nos dents en action, va nous permettre de nous réaffirmer dans notre nous, dans notre soi, dans notre corps, dans notre psyché, et de nous apprendre à nous défendre à nouveau. Parce qu'en fait, un trauma, c'est quand même venu chercher, c'est quand même une agression violente, quoi, qui nous a empêchés, en fait, de nous défendre à un moment où on n'a pas pu, ou quand c'est un accident, de toute façon, on ne peut pas se défendre. Mais le but, c'est de se réapproprier cette faculté-là, en fait, de mordre la vie, quoi, et de reprendre notre pouvoir. Et c'est pour ça que mâcher et manger, au lieu de prendre des aliments tout mous, petits smoothies du matin, ben en fait, ça nous permet de nous reconnecter à notre capacité de transformation. Parce que notre système digestif, je trouve que c'est une question extrêmement intéressante. Hein. Notre système digestif, il transforme ce qui vient de l'extérieur pour l'assimiler à l'intérieur. Et c'est pareil pour nos émotions, on a besoin de les assimiler. Donc à partir du moment où nous tonifions notre système digestif en mangeant les choses qui lui servent, qui sont doux, qui sont naturels, qui sont reconnaissables et qui le soutiennent dans son... C'est tout ce qu'on enseigne en fait dans la formation des alchimistes, hein, ou ce qu'on fait dans la cure, c'est réapprendre au corps à bien assimiler. Ça va aussi inévitablement agrandir notre capacité à assimiler des émotions aussi difficiles qu'ils soient. On est rempli de questions. Je ne pense pas qu'on pourra répondre à tout le monde. On va faire le maximum, d'accord. Alors,
Bouge pas. Potage de légumes au petit déjeuner. Ben, un potage de légumes, si tu mets des mâches, fais un potage de légumes avec des légumes à mâcher, j'allais dire. Et là, on est bon. Ouais, Il y a du mais faux, il y c'est a du déjà pas légume. mal. Mais C'est déjà pas mal. si c'est le premier pas, il est bon. Ouais. Et c'est Euh, parfois plus facile, hein. Vous pouvez aussi faire un smoothie avec par exemple, vous pouvez prendre une poignée d'épinards, vous pouvez les foutre dans votre smoothie avec des bananes et des dattes, hein. C'est déjà ça, vous faites votre premier petit compromis. Vous avez nourri votre foie. alors, tiens, ah oui, il y avait une question justement. Qu'est-ce qu'il en est finalement de gens qui ne mangent pas le matin? Tu vois, il y en a qui se disent c'est trop compliqué pour moi, du coup je mange pas. Ou t'en as qui se disent même moi ne pas manger, je suis en forme puisque mon corps n'a pas besoin. Alors, je vais vous faire la désillusion totale. Non, il y a des gens qui ont envie de manger un peu plus tard. Mais c'est manger plus tard, c'est pas manger à 1 heure. C'est le matin où notre corps a besoin de input d'énergie pour pouvoir bien affronter la journée. Donc, il a besoin d'être nourri le matin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas faim le matin? Parce que soit notre estomac est encore rempli de la veille, parce qu'on a mangé trop tard, trop lourd, voilà, et notre corps a un système digestif tellement faible qu'il n'a pas été à la hauteur de transformer tout ça, et que notre estomac même est encore plein, hein, parce qu'en fait, par exemple, les protéines animales, ça met 4 heures pour quitter notre estomac. Donc, si le soir, vous mangez un steak haché à 20h30, bah, le matin à 8 heures, c'est encore dedans, hein, ça n'a pas quitté. C'est l'estomac, il arrête de travailler la nuit, quoi. Il va juste maintenir le truc au chaud, quoi. Donc, le matin, vous n'avez pas faim. Notamment quand votre système digestif est faible. Ce qui est le cas pour 80% de la population aujourd'hui, je pense. Je te Et coupe. hein, Nina, l'estomac ne travaille pas la nuit. non, toutes les fonctions digestives sont mises sur off la nuit. La nuit, le corps détoxifie. Donc ça veut dire qu'il reprend le matin en gros. Il reprend le matin. Et Ok. du coup, votre estomac peut être encore en activité de la veille. Deuxième chose, euh, le matin, et souvent les gens qui mangent pas le matin sont aussi les gens qui prennent un café le matin. Comme j'ai déjà dit, le café, ça stimule le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc le matin, on a déjà naturellement un taux assez élevé de cortisol, notamment quand nous sommes une personne hyper stressée qui passe son temps à travailler. Et le cortisol, ça fait plusieurs choses. Ça met notre corps dans un état de hyper-performance au détriment de lui-même. Ça tire sur nos réserves en permanence. C'est-à-dire, si le matin, vous êtes en super bonne forme, vous avez une bonne énergie et vous n'avez pas faim, vous pouvez être sûr que vous avez une surcharge de cortisol dans votre corps avec un stress et un taux de cortisol trop élevé par rapport à ce qui est naturellement sain pour votre corps. Alors ça, c'est important ce que tu dis parce que c'est une grille de lecture qui peut être complètement faussée pour les gens en fait, puisqu'ils se disent ben je suis bien, j'ai pas faim, etc. Donc tu vois, en Ouais. lecture, c'est tout va Et en bien. fait, le cortisol, il fait quoi? Il nous coupe la faim parce que manger serait mobiliser de l'énergie vitale quelque part alors qu'on a besoin de l'avoir pour gérer notre stress ou notre charge de travail ou notre merde ou notre trauma voilà. Donc en fait, je veux dire, enfin, c'est sans aucun jugement, hein. Je veux dire, on est tous des humains, on a tous vraiment des trucs et des os à ranger et chacun le sien, hein. Donc euh, et, et quand on a ça, une des pires choses, en fait, c'est d'entretenir ça. Donc, quand on n'a pas le temps, quand on ne prend pas le temps de manger, moi, je dis toujours, il faut boire des choses qui nourrissent notre corps. Une des meilleures choses pour faire ça, c'est de boire le bouillon énergisant, qui est un bouillon de légumes, avec une décoction. Moi, je fais ça une fois par semaine. Je fais une grosse marmite, j'ai 3 litres, je mets dans des bouteilles. C'est dans mon frigo. Le matin, je le sors parce que moi, je suis pas une mangeuse du matin, je suis une mangeuse de la matinée. Naturellement, mon corps a faim à 9h30, 10h, quoi. Il n'a pas faim à 7h. C'est en plein Par milieu. contre, quand je me lève, je vais juste mettre ça dans une casserole, pas dans le micro-ondes, hein, dans une casserole. Je vais juste réchauffer ça rapidement et je vais boire une tasse de bouillon. Il y a des gens qui me disent ah non, bah, le matin du salé, je pourrais pas. Vous pouvez le faire pas salé et du coup, il aura peu de goût. Pour ceux qui sont un peu plus courageux, vous pouvez rajouter par exemple du bouillon d'os dedans. Vous pouvez rajouter du miso dedans. Vous pouvez rajouter de l'huile dedans. Juste une cuillère à soupe d'huile, ben, en fait, ça va nourrir votre corps, ça va donner des calories. Votre corps, il a besoin de calories pour bien fonctionner. Je veux dire, juste ça, ou au moins prenez une tisane, pas un café, quoi. Prenez une tisane yogiti qui est à base d'épices et là-dedans, vous mettez surtout pas de sucre, mais vous pouvez par exemple mettre un peu de lait d'amande. Juste
Prenez quelque chose qui va donner une information à votre corps et puis après embarquez avec vous, par exemple, une poignée d'oléagineux que vous mangez dans la matinée. Parce que souvent, c'est après coup que ça se dilue, quoi. Mais donnez à votre corps quelque chose qui le nourrit au lieu de lui donner quelque chose qui le pourrit. Parce que le café le matin, genre, on peut pas pire faire. Vraiment pas. Bon, alors je pense qu'on a 150 personnes dans la salle, non, peut-être pas tout le monde. Qu'on a perdu là. Tu me dis, ah, putain, donc je vais me On doit avoir déconnecter. pas Mais c'est mal quoi de ces monde. conneries? Le café, c'est OK. Après votre petit déjeuner. D'accord, ah ouais, mais c'est Après vraiment 10 heures. Yvan nous dit on est tous en PLS, on est tous en stress, la montée de cortisol. Si vous voulez que si on veut un tout petit peu tremper son café, vous diluez dans votre café un peu d'huile de coco. Ça va faire que la caféine est absorbée moins rapidement. Oui, et puis en même temps, l'être humain est un être flexible, hein, et on s'habitue aux goûts différents. Oui, On évolue. Attention les partages d'écran, s'il vous plaît. Je vais enlever les partages d'écran. Voulez-vous continuer? Oui. Alors attends, bouge pas Nina. On nous partage un écran. Arrêtez le partage. Alors, je pose une question et je vais gérer le partage d'écran là. C'est bon, on y arrive. Alors, quelle est la différence entre le bouillon fait maison et le bouillon d'os? ah, oh, alors vous pouvez faire du bouillon d'os maison. C'est juste que la décoction, c'est minimum 12 heures. Donc moi, je fais pas ça parce que ça me fait trop chier et que voilà. Le bouillon d'os, je l'achète chez la marque Germino avec un J, Ok. qui est une excellente marque, mais vous en trouvez aussi d'autres producteurs en France qui produisent des bons produits. Et en fait, le bouillon d'os de Germino, en fait, vous avez un bouillon d'os concentré. Et le bouillon d'os, par rapport aux légumes, en fait, ce qui sort de la viande ou d'une chair animale n'est pas du tout la même chose que ce qui sort d'un légume, quoi. Les minéraux sont pas les mêmes, les nutriments sont pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de protéines en fait dans le bouillon d'os alors que vous en avez pas dans le dans le bouillon de légumes. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui part vraiment de très loin, qui mange à 21 h tous les soirs et qui en plus le soir mange un gros repas parce que c'est la fin de la journée hyper stressante qu'il n'a pas pris le temps de manger toute la journée et que le matin il n'a pas faim, juste un truc, des choses des plus simples, mais faites-vous une infusion avec du yogiti, où il y a déjà plein d'épices qui vont nourrir le corps, qui vont stimuler nos sucs digestifs. Et dedans, vous diluez une poudre hyper protéinée à base de produits de plantes ou de collagène ou ce genre de choses. Je ne veux pas dire, attention, je ne dis pas que c'est un bon aliment. Je dis que c'est mieux que de prendre du café et de ne rien prendre. Et parfois, il faut faire des compromis avec des choses qui ne sont pas parfaites, mais qui sont toujours mieux que de continuer à mettre notre corps dans le rouge. Oui, voilà, on est vraiment sur les compromis, hein, on n'est Ah pas ouais, ouais, mais parfois on peut drastique, très bien hein, aller avec un compromis. Hein. ouais, ouais, non, mais vraiment les compromis. Et puis on s'habitue à On tout. fait le pas petit à petit, ce qu'on amène dans nos formations, tu vois. C'est si tu essaies de tout changer tout de suite, toutes tes habitudes, à un moment donné, enfin, je veux dire, la vie n'est plus plaisir, quoi. Donc ça fonctionne pas. Donc le but, c'est de trouver, ok, dans mon fonctionnement à moi, dans mes contraintes, dans ma journée et dans mon mode opérationnel entre mes gamins, mon boulot, entre mon boulot qui parfois peut être de nuit et tout ça, comment est-ce que je peux trouver des habitudes saines, des toutes petites choses que je peux rajouter à des moments où le compromis est OK pour moi et qui va m'aider. Et à chaque fois que vous aidez un tout petit peu plus, votre corps va mieux fonctionner et vous allez pouvoir mettre le deuxième compromis et le troisième compromis en place jusqu'au moment où vous arrivez à la perfection, quoi. J'adore Lina, moi. J'adore ton sens de l'humour, Lina. Donc, en fait, tu es vraiment en train de nous dire, alors, comment dire, ne pas manger le matin, c'est pas OK, en fait. Tu vois, il y en a qui diraient, moi, j'écoute mon corps. Alors, je sais qu'il n'y a peut-être pas la solution, tu vois. Bon, alors, tu écoutes mon corps quand, en fait, j'entends rien, c'est compliqué. Mais le corps a fondamentalement besoin de quelque chose. Donc, idéalement, tu sais, on parle de manger 3 fois par jour, tous ces trucs-là. Euh, Comment est-ce que les gens peuvent savoir ce qui va être avoir une base, tu vois? Comment est-ce que les gens peuvent avoir une base et surtout ceux qui sont en dérèglement, puisqu'il y en a qui ne savent pas du coup, hein. En fait, je trouve ça très intéressant cette question de j'écoute mon corps.
Parce que oui, c'est important d'écouter notre corps. Mais en fait, quand ton corps est en hypoglycémie et il te fait un appel du sucre et j'écoute mon corps, ben en fait, je vais entretenir ce fonctionnement néfaste. Si je mange tard le soir et je mange les choses qui ne sont pas adaptées à mon terrain et que en fait ça entrave ma digestion et que ça intoxique mon corps, ça fait stagner en fait de la matière à l'intérieur alors que mon corps devrait être en train de régénérer et de détoxifier. Et du coup, le matin, j'écoute mon corps parce que j'ai pas faim et que le soir, j'écoute mon corps parce qu'à 21h, je crève la dalle parce que toute la journée, je me suis pas nourri des choses dont mon corps avait besoin la journée parce que le soir, votre corps, il a besoin de rien, il a besoin de repos, votre corps. Euh, donc oui, à ce moment-là, j'écoute mon corps, mais j'écoute sa détresse, en fait. Je n'écoute pas ses besoins naturels. Donc le but, c'est de connaître les besoins naturels de son corps, de les respecter et de prendre la mesure dans mon quotidien de comment est-ce que je peux apporter des choses qui sont utiles à mon corps et de diminuer un peu mes comportements qui sont néfastes pour mon corps sans pour autant m'imposer un truc. Donc, l'important, s'il y avait plusieurs règles, c'est alors déjà manger dans le bon ordre, ça c'est vraiment quelque chose et qui est un levier qui est facile à mettre en place parce qu'en fait, une petite entrée à base de légumes, chacun de nous est capable de faire ça. Euh, ou à base de protéines. Euh, il y a une deuxième chose qui est très importante à mettre en place, ne pas boire avant le repas. Surtout pas de grosses quantités. Le dernier verre qui rentre, c'est une demi-heure avant le repas. C'est pas un grand verre d'eau en début de repas. C'est pas possible. On Et s'hydrate au début pendant, de repas ou après le repas. Très important pour garder l'intensité de notre capacité digestive opérationnelle. Euh, et puis après, en général, on dit que le corps, il a besoin le matin, notamment de protéines et de graisses, voire de fibres. À midi, il a besoin aussi d'avoir une bonne portion et le soir, plutôt léger et idéalement le soir végétal, végétarien. Les gens me disent: «Ah non, mais moi le soir j'ai tellement faim.» Bah oui, mais si vous avez bien nourri avec des protéines le matin, le midi, bah le soir votre corps il va être moins en demande. Mais c'est quelque chose qui vient à travers l'expérience du corps et pas avec notre mental, parce que notre mental il me dit: «Oh, je vais être privé.» Ah ben non, si tu as suffisamment donné à ton corps sur la journée, le soir il va pas se sentir privé. Euh, et on peut, c'est important d'écouter son corps, mais il faut avoir un minimum de connaissance de son fonctionnement et de ses besoins physiologiques. Sinon, on écoute des messages erronés. on écoute des messages erronés et puis on reproduit ce qu'on a vu, entendu, etc. Tu vois, c'est ce que je disais un petit peu ce matin. En fait, là, on est en train vraiment de parler d'une nouvelle manière d'apprendre, hein, parce que là, au-delà de juste, tu vois, on a des questions, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on pourra probablement pas. Des questions très spécifiques, est-ce que le gluten, si, quel pain il faut prendre, etc. Mais Vous je pense que trouvez absolument toutes les réponses sur toutes les questions que vous vous posez sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez passer des heures avec moi, je vous explique tout. tu peux mettre le lien de la chaîne YouTube de Nina dans Peut-être les dans le... commentaires. Ah oui, Elle va le faire, Dunia. c'est pas pour moi. Tu as déjà ça, c'est une bonne chose. Et puis là, en fait, enfin vraiment, on parle de quelque chose qui est à une autre échelle, qui est une rééducation alimentaire au-delà, hein. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre et même pour notre société, la manière dont on vit, elle nous aide pas vraiment à. Non, je pose deux mots, c'est savoir et pouvoir. Apprendre ce dont on a besoin d'une manière pas endoctrinée, hein, mais juste avoir une idée concrète de ce que se passe dans notre corps, parce qu'à aucun moment de notre vie, on nous apprend à manger de manière de rester en bonne santé, hein. On nous apprend bien nous tenir à table et tout ça, mais on nous apprend pas à de quoi a besoin un corps humain. Et là, on n'est même pas ton corps spécifiquement, mais un corps humain, il a besoin de choses pour fonctionner. Et ce savoir-là, il n'est pas compliqué du tout, hein. Il nous rend le pouvoir qu'on puisse avoir impact nous-mêmes à travers nos choix sur notre santé, sur notre psyché, sur nos émotions et sur notre capacité à incarner bien notre vie. Parce qu'en fait, notre alimentation, on n'en a pas parlé, mais ça va, notamment la glycémie, mais aussi la manière dont on mange, ça va changer notre manière de prendre des décisions sur la journée.
C'est-à-dire quelqu'un qui est en pic ou en chute glycémique va ne pas du tout réagir de la même manière. Ouais. Mais vous imaginez un chef d'entreprise euh, qui nourrit plusieurs employés, que ce soit des dizaines ou des centaines ou des milliers, hein, et qui gère des décisions extrêmement importantes pour le futur de sa boîte. Mais vous imaginez, il mange pas mal le matin ou il mange mal le matin, mais il peut juste cracher sa boîte parce qu'il a pris un croissant avec du sucre. Alors là, les chefs d'entreprise ne nous regarderont plus jamais de la même manière. Mais c'est vrai, c'est un Mais exemple. c'est vrai. Oui, mais c'est dingue. Oui, oui, c'est dingue. On le sait. Il y a des études il y a eu une étude d'ailleurs sur des juges, et l'étude avait montré que les juges, hein, au tribunal, donnaient des verdicts beaucoup plus sévères avant de manger parce qu'ils avaient faim déjà, tu Ah vois, putain, oui. qu'après manger. Donc vous imaginez. Donc, Oh oui, la vache. Ah l'exemple, non, il est les horaires. ouais, donc, si jamais vous devez aller au tribunal, n'y allez jamais avant le repas, parce que vous risquez de perdre votre dossier. Nous, on commence à faire ça. Tu commences à avoir des demandes des chefs d'entreprise qui veulent un accompagnement spécifique là-dessus. Mais comment est-ce que j'optimise en fait mon énergie sur la journée, quoi? Mhm. Bah, ça prend après des proportions encore beaucoup plus grandes, hein, entre le sport, les énergies à propre du corps, mais parce que en fait chacun de nous reprendre son pouvoir à travers ça, qu'on Alors, soit chef d'entreprise ou pas. Hein. on vous donnera les ressources encore. La chaîne YouTube de Nina, elle est posée dans les commentaires. Dunia, elle va vous répondre. Virginie, je crois qu'elle t'a déjà répondu. Je voudrais qu'on parle d'un sujet encore. Tu avais parlé tout à l'heure, mais on n'a pas développé. Alors, manger dans le bon ordre. Alors, écouter son corps, ça j'ai beaucoup aimé Nina, écouter son corps, oui, mais c'est plutôt écouter la détresse du corps. Faut qu'on prenne bien conscience que écouter son corps, c'est bien, euh, et les signaux du corps, voilà, c'est pas parce que je donne ce dont mon corps a besoin que c'est fonctionnel et que c'est juste, puisque si je réagis aux signaux de détresse, ben, j'amplifie la détresse. En fait, il y a une différence entre besoin et envie. Et quand on écoute son corps, on écoute la plupart du temps les envies et pas les besoins. Voilà. Et là, de bien faire une différence, on en revient encore aussi avec bien comprendre comment je fonctionne, comprendre les états émotionnels, etc. C'est absolument lié. Et là, tu as parlé tout à l'heure du chaud. Ça m'avait beaucoup marqué quand on avait travaillé ensemble. Alors, moi, je buvais beaucoup de tiède, alors tiède même pas, mais genre, tu vois, température ambiante, voire froid. Et tu m'avais expliqué que c'était pas la meilleure des choses pour le corps de mettre du froid dans son corps. Donc, je sais pas dans le chat, levez voir la main qui boit de l'eau froide régulièrement. Allez-y voir, levez la main. Et puis, euh, Ou des mets froids, hein, des yaourts froids, là où il y a eau froid, des glace, crudités, enfin crudité. juste tous ces trucs-là. Hein. Alors, on est 140, il peut pas y en avoir que 3. Allez-y, montez. Ou alors on a 140 personnes qui sont de ton école, Nina, C'est qui sont exactement ça, ça peut arriver. Hein. En Euh, fait, le froid, il va soustraire de l'énergie à notre corps parce que notre corps sera obligé de les monter à 37 degrés. Et à partir du moment où on traîne trop dans le froid, c'est-à-dire boisson froide, crudité, yaourt, le matin, un miam aux fruits, hein, fromage blanc, graines de je ne sais pas quoi et banane, tout est froid et tout est cru, quoi. Donc, ça demande un travail énorme digestif à notre corps qui va soustraire de l'énergie là où on en a besoin pour réfléchir, planifier, être performant, être créative. Donc en fait, manger chaud et cuit, ne pas boire avant le repas, sont déjà juste des règles hyper basiques que n'importe qui peut appliquer, qui économisent de l'énergie que du coup on a à disposition pour être performant par ailleurs et qu'on ne perd pas dans notre système digestif. et regarde, quand tu parles de repas, tu sais, par exemple, les entrées, les crudités, c'est pas chaud, c'est froid. Oui, mais c'est toujours mieux que de bouffer du pain en premier. D'accord. Et puis après, on n'en mange pas. C'est pas que tout le repas est fait de crudité. Oui. C'est-à-dire, il y a un peu de cru et puis il y a derrière, il y a un plat chaud, quoi. Donc en fait, c'est compromis. Le but, c'est toujours, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là au mieux, avec ce que j'ai à disposition. Alors, je regarde les commentaires. On entend souvent qu'il faut manger des crudités et du cru, alors ce n'est pas simple. Ben oui, en fait, on entend beaucoup de choses, hein, Ben en fait, alors,
Déjà, en général, tous les fruits et légumes crus sont plus difficiles à digérer que cuits parce qu'en fait, ils contiennent ce qu'on appelle des antinutriments, que vous avez déjà peut-être entendu parler, des oxalates et tout ça, qui vont faire que c'est plus difficile à digérer. Quand on a déjà une faiblesse digestive, du froid, et enfin, ça, tout ça sont des trucs de terrain qu'on aborde beaucoup dans le programme des alchimistes, euh, ben en fait, tout ça, ça va être plus difficile à digérer. Et en fait, le cru, oui, ça amène le pur des nutriments, mais je le répète, hein, les légumes et les fruits, ce qu'on mange la plupart du temps cru, n'apportent pas d'énergie. Les fruits un petit peu à travers le sucre, mais les légumes, tous les légumes ne sont pas là pour tonifier notre énergie, ils sont là pour donner des fibres et pour donner à manger à notre flore intestinale, nous apporter des vitamines. Et je rajoute une autre chose, c'est une phrase que j'adore. Si vraiment la cuisson détruisait tous les nutriments contenus dans un aliment, l'humanité serait morte. Parce qu'en fait, on n'aurait pas survécu depuis qu'on a inventé le feu. Mais en fait, il y a l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire on s'est démultiplié et notre cerveau s'est développé. Donc finalement, ça a apporté du bon dans le corps. Le but, c'est pas de tout cuire, tout va, tout vient, du matin au soir, mais c'est d'être dans un bon ratio 80-20 entre du cru et du cuit. On nous demande, qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent, Nina? Ah, très bonne question, je voulais revenir dessus, je trouve ça excellent. Mais attention, le jeûne intermittent, ça ne veut jamais dire supprimer un repas. Le jeûne intermittent, ça veut dire regrouper les repas que je prends sur un laps de temps défini de 8 heures ou grand max 6 heures. Et d'assurer que dans ce laps de temps défini, j'ai pris tous les nutriments dont mon corps a besoin, suffisamment de protéines, suffisamment de lipides, suffisamment de glucides et suffisamment de fibres, suffisamment de vitamines, suffisamment d'oligo-éléments, de minéraux, de tout. Et d'assurer que mon corps a tout ce qu'il lui faut. Parce qu'à partir du moment où votre corps n'a pas tout ce qu'il lui faut, il rentre en mode urgence. En mode urgence ou de manquement, en fait, il est émotionnellement instable, beaucoup moins ancré, beaucoup moins performant, parce qu'il est préoccupé, c'est OK, où est-ce qu'on va avoir à manger? Et surtout, ça vous fait prendre du poids. Donc oui, je trouve que c'est excellent, mais je trouve que c'est pas excellent de faire peut-être son jeûne intermittent le matin. Je pense que c'est bien de se dire, OK, je vais essayer de manger sur une plage d'horaire de 8 heures, donc en fait entre 10 heures et 18 heures. Ça, c'est parfait. J'ai une autre question, Nina. Quel est ton avis concernant les lectines très présentes, notamment dans les noix de cajou, les noisettes et le sarrasin? Mais c'est ce que j'ai dit en fait, c'est ce qu'on appelle ces antinutriments. Déjà à partir du moment où c'est cuit, on va mieux les digérer. Si vous avez un système digestif qui est faible, bah, vous n'allez pas du tout les digérer. Moi, ça m'a jamais posé le moindre souci, mais j'ai un système digestif qui est suffisamment fort pour ne pas être importuné par ça. Je pense qu'en fait, il faut arrêter de se prendre la tête sur ce genre de choses et il faut tout simplement manger avec du bon sens. C'est-à-dire manger cuire les aliments de la bonne manière, parce qu'en fait, on ne cuit pas les carottes comme on cuit les épinards, voilà. De les préparer d'une manière qui est sensée, de choisir des bons aliments et des aliments qui nous nourrissent, et de tonifier son système digestif pour avoir un centre qui est fort, pour avoir un axe qui est fort, pour avoir un pouvoir intérieur qui est fort et une bonne énergie, quoi. Et à partir de ce moment-là, on arrête de se prendre la tête sur les oxalates et les leptines, quoi. Tout ça, c'est agitation mentale, quoi. C'est vrai, mais à partir du moment où votre corps il fonctionne, vous n'avez plus besoin de vous poser la tête sur ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dirais sur... Alors attends, j'ai plein de questions qui arrivent. Coucou Dimitri, combien d'eau maximum par jour devons-nous boire lors de mes préparations de marathon? 2 litres par jour, c'est bon, pendant 10 semaines. Je ne répondrai pas spécifiquement là-dessus parce qu'en fait, on boit à sa soif, point barre. Et il y a certaines personnes qui ont un très mauvais métabolisme de l'eau et qui ont un feu digestif qui est très faible. Bah, s'ils boivent 2 litres par jour, ils vont en dépérir. Et surtout, ils ne vont pas avoir envie de boire. Donc, en fait, on boit quand on a envie. Par contre, quand on est un sportif de haut niveau, un marathonien qui va transpirer beaucoup, qui va perdre beaucoup de liquide, c'est une bonne idée de réhydrater le corps lors de
quand il y a des phases d'entraînement. Par contre, quand il n'y a pas d'entraînement, quand il n'y a pas de perte de liquide, on boit, ça soit. Alors, la protéine animale est mieux assimilée avec du végétal. Donc, adieu le steak patate et bonjour le steak salade. Vous êtes OK avec ça, Nina? Oui, c'est la théorie en fait du régime dissocié, que en fait les céréales, quand on mélange des céréales ou des glucides avec des protéines animales, cela va empêcher la bonne digestion des protéines. Non, je pense que quand on commence avec les fibres et les protéines, derrière les céréales, on les digère quand même du coup, je pense que c'est de se prendre la tête pour rien. Je pense que c'est mieux de manger dans le bon ordre, question de vouloir ajouter des glucides. Et après, ça dépend de chaque personne, hein. Il y a des personnes que quand ils mangent des glucides le soir, ça va pas leur faire du bien et ils vont par exemple prendre du poids. Et il y a des personnes qui vont, s'ils ne mangent pas des glucides le soir, par exemple du riz ou du sarrasin, ce genre de choses, ben, en fait, ils vont avoir des insomnies. Donc en fait, il faut tester sur son propre corps. Chaque personne est différente. On a tous besoin de manger des glucides, on a tous besoin de manger des protéines, mais chacun de nous va avoir certaines spécificités par rapport au meilleur moment pour les prendre. Moi, j'ai une chose sur laquelle je voudrais rebondir avec toi, Nina. Comme on parle justement du lien entre les émotions et puis l'alimentation, on voit, tu vois, dans tous les métiers d'accompagnant, je vois encore très peu l'intégration de l'alimentation dans les accompagnements. Alors, moi, je suis pour l'accompagnement holistique. Ça veut dire que tout le monde ne doit pas tout savoir, on est d'accord. Mais par contre, un minimum de connaissances ou qu'est-ce qu'on pourrait dire ou quelle est ta vision, tu vois, par rapport à l'accompagnement? Je parle notamment de thérapeutes, tu vois, de psy, même de coach, euh, d'avoir un minimum de connaissances effectivement sur le sujet. Parce que, ou de pouvoir lier, tu vois, lier les choses et dire à son patient, bah, teste ça, tiens, moi je travaille sur le psyché, je travaille avec toi sur ces exercices-là, on peut faire de la préparation mentale, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on met dans son corps, quoi, tu vois? Ouais. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est primordiale. C'est déjà avoir conscience que notre alimentation impacte notre corps et notre psyché. Et que ça fait, que c'est même d'une manière très importante. C'est pas juste un petit peu, quoi. C'est le fondement, en fait. Et qu'il y a toujours une corrélation entre l'un et l'autre. Et que notamment les impacts glycémiques desquels on a parlé tout à l'heure, qui sont très importants, et aussi de s'aimer, de bien se nourrir pour s'aimer. Beaucoup de gens en fait qui sont en thérapie ou qui ont des difficultés dans leur vie ou qui ont des raisons pour lesquelles en fait ils vont aller consulter et se faire aider euh, ont souvent ce qu'on appelle un manque de centrage et un manque d'axe. Ils s'occupent des autres au lieu de s'occuper de soi. Ils se font des soucis ou ils sont pétrifiés dans leur peur au lieu de revenir tout simplement à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et moi, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans l'alimentation. Je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où le centre était bien, où notre transformation intérieure matérielle, hein, notre digestion était bonne, à peu près bonne, hein, et pas besoin d'être parfaite, mais à peu près régulée, bah, que tout le reste se régulait et que la personne récupérait de l'énergie pour pouvoir bien faire les choses. Parce que quand vous n'avez pas d'énergie interne, quand vous n'avez pas quand votre corps ne fonctionne pas et ne peut même pas produire de l'énergie, ce qu'il est censé de faire à travers notre alimentation, hein, c'est juste la base, hein, ben en fait, il ne peut pas vous soutenir ni vous aider à sortir d'un trauma ou de sortir d'une question complexe émotionnelle. Donc, c'est complètement intercorrélé. Et je pense qu'une des choses les plus importantes au niveau des thérapeutes, c'est d'avoir conscience que c'est comme ça. De transmettre cette conscience-là au consultant, de lui donner peut-être deux, trois petites astuces ou de le renvoyer vers une personne, même si c'est que des ressources gratuites sur YouTube ou des trucs comme ça. Je veux dire, en fait, ma vidéo sur le fait digestif, elle dure 13 minutes. Hein. Donc, et pourtant, parfois, ça fait des déclics absolument énormes chez les personnes. Et juste ça, juste rétablir un peu son feu et par exemple manger plus chaud et cuit et tout ça peut nous permettre d'avoir un chouïa plus d'énergie qui peut nous permettre d'aller une étape plus loin dans notre thérapie et
ce qui nous permet de reprendre confiance en nous, ce qui nous permet de dire, et là, je vais mieux m'occuper de moi, je vais donc encore changer ça dans mon alimentation, ce qui nous donne de l'énergie. Ah non, cette personne-là, je vais lui dire merde. Voilà, donc en fait, c'est par petits pas, mais comme c'est intrinsèquement lié, je pense que on a besoin d'amener cette conscience-là dans la thérapie, quelle que soit la thérapie. On a besoin, parce que moi je vois, hein, j'ai eu plein de cas, tu vois, où le point commun, c'est toujours, en tout cas, quand on abordait certains traumas, ça a toujours été consommation de glucides, beaucoup de pâtes, tout ce qui se transforme en sucre ou alors de gras, surexcès alimentaire, forcément, etc. Avec l'explication alors l'un entraîne l'autre, tu vois, ça va dans les deux sens, et à un moment donné, il faut casser la chaîne. Donc, et tu vois, je rebondis sur Kelly qui dit, je suis étudiante en psychologie et l'alimentation n'est pas abordée ou très peu. Et c'est dommage, tout comme les émotions ne sont pas abordées ou très peu, hein, on en revient, nos thématiques sont connexes. Euh, mais c'est Trop en train de changer. psycho. C'est en train de changer. Oui, oui, bah, malheureusement, et un psychologue ou j'allais dire un accompagnant qui a un minimum de, tu vois, rien que de regarder même ça, déjà le sommet, qui a un minimum d'ouverture, c'est dans ce sens-là, et qui se dit, OK, bon, alors il est possible qu'on puisse aussi aller voir là-bas, de dire à ses accompagnés, ben écoute, essaie voir peut-être de remplacer ça par ça. Moi, j'ai déjà vu des personnes en dépression, mais les caractéristiques de la dépression, je pourrais en lister énormément, notamment la nourriture, hein, excès de bonbons, café, etc. Ça vient entretenir tout ce qui est mauvais et qui amène finalement dans cette instabilité, mais qui devient tellement stable qu'après, t'as du mal à en sortir, quoi. On est obligé de prendre, pour certains, des médicaments Oui, c'est exactement ça. Ouais. démarrer la machine, tu vois. Ok, on va prendre une dernière question, Nina, et puis après, je vais te demander tes ressources et ton actualité, parce qu'il y a des choses à faire, enfin, il y a des choses que tu mets en place. Catherine demande, gestion alimentaire en cas anorexie ou boulimie, peut-on faire un jeûne dans ces cas ou est-ce dangereux? Non, 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 dans tous les troubles alimentaires, on ne jeûne pas ou d'une manière à accompagner, comme nous on peut le proposer, mais en anorexie de toute façon, on ne jeûne pas, jamais. Et en boulimie, tant qu'il y a un corps, s'il y a un corps qui est enrobé derrière, oui, on peut jeûner. Quand il y a un corps qui est maigre, on ne jeûne pas. Mm. Surtout pas. Mais par contre, on essaye déjà de réguler sa glycémie. On mange dans le bon ordre. Mm. Et l'anorexie, souvent, c'est beaucoup plus profond, mais oui, c'est aussi un dérèglement du centre, Mm. très clairement. En tout cas, se faire accompagner, hein, c'est pas, Ah c'est oui, pas c'est faire anodin. accompagner, hein. De toute Et façon, surtout multidisciplinaire, hein, parce que comme dit, hein, si la psycho, comme les médecins, 7 heures sur l'alimentation dans leur cursus de médecin de je ne sais pas combien d'années d'études, hein. Donc en fait, effectivement, ce genre de choses n'est pas abordé parce qu'on segmente. alors, je rebondis sur Catherine et on va passer aux actualités. Catherine dit, je confirme les décennies de développement personnel, des heures d'accompagnement psycho, séances shiatsu, pratique yoga, sport. À 63 ans, je découvre seulement le rôle essentiel de l'alimentation dans notre équilibre et ancrage, ainsi que toutes ses conséquences. Oui, c'est important. Et puis, bien sûr, on n'a pas parlé des enfants, hein, mais nous, on va montrer l'exemple à nos enfants. Donc, c'est à travers ce qu'on va leur donner. Tous les enfants hyperactifs, c'est des dérèglements de sucre. Vous avez un enfant hyperactif, vous lui donnez un petit déjeuner salé, vous allez voir, en 3 jours, vous allez retrouver un gamin, mais tout doux. Voilà. Comment régler? C'est Comment régler? réglé, quoi. C'est pas de sucre. Et pas de sucre en premier, ça veut dire on peut avoir un goûter, hein, mais voilà. Oui, puis en plus, enfin, les enfants ne savent pas se réguler, donc c'est Non, les adultes, hein, non, qui doivent réguler les enfants. ils subissent leur pic glycémique d'une manière extrêmement violente, hein. C'est pour les gamins, enfin, ils sont pas heureux comme ça, hein. Non, c'est terrible pour eux, hein, c'est terrible Ouais. pour eux. Ok, alors, Nina, qu'est-ce que tu as en actualité au programme? Qu'est-ce que tu tailles d'école, t'as plein de choses, t'as J'ai des plein de trucs. formations. Alors, nous, Vas-y. on va toujours à l'actualité. On a l'école du bon sens, où en fait, on enseigne et aux professionnels l'alimentation du bon sens, et aux particuliers, on a un programme d'accompagnement de comment rétablir les énergies de son corps. Enfin, je peux dire qu'en fait, on traite tous les cas désespérés, hein, mais c'est pas hyper pro de le dire comme ça, mais la vérité, c'est ça. On récupère des gens qui n'ont pas trouvé de solution ailleurs, ou qui veulent réellement poser des fondations saines
pour vivre en bonne santé et ça jusqu'à la fin de leur jour, pour ne pas subir en fait leur corps, qui a envie d'apprendre et de reprendre le pouvoir sur leur propre santé. Donc ça, on fait ça dans le programme des alchimistes. On a un tout petit programme aussi qu'on va bientôt marketer, mais qu'on enseigne à la cure. C'est-à-dire, c'est les bases essentielles que chaque être humain devrait avoir entendu une fois dans sa vie. Et puis après, on a le programme et on a l'académie pour former les thérapeutes. C'est ce que nous, on fait. Et on a les cures, donc en fait là on a rouvert le bal pour les cures, ça s'appelle la cure régénérative des intestins. Et là la prochaine en fait en ligne, elle est du 7 au 13 février. Et puis après on a régulièrement des dates, les dates en présentiel sont quasiment tous complets, mais les dates en ligne on en a plein et c'est une cure en fait, c'est 5 jours de jeûne où on va tout simplement vider et nettoyer tout le système digestif, enlever tous les encrassages, enlever tous les trucs qu'on a accumulés. Et quand on vide dans les intestins, on vide ici aussi, ça permet de faire un vrai reset avec soi. Et durant ces 5 jours de jeûne, en fait, on a l'apprentissage des enseignements de base que je donne et on part vraiment avec un bagage hyper concis sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie et dans mon corps pour être en meilleure santé. Et je pense que déjà juste avec ça, on peut quasiment tout faire, sauf quand on a des pathos qui vont un peu plus loin. Mais c'est vraiment un très chouette moment à prendre avec soi et à voyager en soi et se retrouver et son corps et sa psyché. Parce que ça permet aussi évidemment de arrêter les agitations qu'on a tous du vocal, parce qu'en fait on tourne en rond dans nos propres trucs. Et pour la pensée, la cure, c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire, et même pas assez, c'est exceptionnel, enfin, une clarté, une énergie. Je savais pas que je pouvais rester autant de temps sans manger, d'ailleurs. Tu te souviens, Lina? J'ai dû rester 3 jours sans manger, j'avais pas faim. 3 et demi même. Donc, on va tout vous mettre sur le campus. Et puis, en termes de ressources, on avait parlé de ton livre, Nina. Il est là. Vous l'avez aussi derrière. Voilà, Nina, elle a écrit... qui s'appelle « Le livre santé de la cuisine végétale ». Il n'y a pas que du végétal dedans, il y a plein d'autres choses aussi dedans. C'est un livre qui comporte une centaine de pages de théorie dans laquelle j'explique mon approche, dans laquelle vous avez beaucoup d'instructions. Il a bien évidemment beaucoup de recettes, parce que c'est pour ça qu'il a été écrit, pour vous donner des idées et des envies. Mais chaque recette est accompagnée d'une astuce, de qu'est-ce que ça fait dans le corps. Chaque chapitre de recette a une introduction qui vous explique à chaque fois quelque chose d'essentiel sur l'alimentation. Donc en fait, c'est un livre d'apprentissage et d'inspiration. Parce qu'en fait, il a été écrit pour vous rendre autonome dans votre cuisine et pour que vous n'ayez pas besoin de suivre à la lettre une recette. Voilà. Tu avais la cuisine du bon sens avant, c'est la non, deuxième. Non. En fait, il a été renommé par son éditeur. Il a été renommé, d'accord. Super, ok. Il a juste été renommé. Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin.